Boll va rester, oui ou non, en détention? Écoutez, c'est toute la question. On a deux camps. Le camp des avocats de Muriel Boll, évidemment, qui demande à ce qu'elle sorte. Et de l'autre côté, le parquet général de Dijon, donc Jean-Jacques Bosc, procureur général de Dijon, qui demande à ce qu'elle reste en détention pour les besoins de l'enquête. Et donc, on ne l'a pas entendu tout à l'heure à cause d'un petit problème technique, mais la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Dijon a validé la demande de remise en liberté de Muriel Boll. Donc, Muriel Boll, aujourd'hui, est libre. Donc, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, des bribes de phrases de Marie-Christine Chastan-Moran, que vous avez entendu tout à l'heure. C'est l'avocate des parents de Grégory, de Jean-Marie Villemain. Et d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite, puisqu'on écoute Marie-Christine Chastan-Moran. Nous nous en sommes rapportés. Donc, les deux solutions étaient tout à fait envisageables. Il y avait des éléments dans un sens comme dans un autre. Nous avions envisagé tout à fait cette hypothèse. Et encore une fois, nous nous en rapportions. Christine et Jean-Marie Villemain ont décidé de s'en rapporter purement et simplement à la décision de la Chambre de l'instruction. Selon vous, quel est le but de l'éloigner comme ça du cercle familial ? Je ne sais pas si... Déjà, c'est la proposition qui avait été faite par ses avocats. Dans la mesure où on sollicite une demande de mise en liberté, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour les précédents mis en examen, il y a des propositions qui sont faites pour résider en dehors du département et dire prendre du champ par rapport aux familles. Donc voilà, c'est le cas. Merci beaucoup. Voilà, on vient d'entendre l'avocate, donc Marie-Christine Chastan-Moran, qui est l'avocate des époux Villemain. Et donc, Dominique, cette remise en liberté sous contrôle judiciaire a été validée. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Marie-Christine Chastan-Moran. On entendait des bribes de phrases, mais on entendait donc hors du département, ce qui voulait dire que donc, la cour d'appel avait autorisé. Elle a dit aussi tout à l'heure, morceau qu'on a entendu, petit morceau de phrase, sans s'exprimer dans la presse. Donc interdiction de parler aux journalistes. C'est exactement le même cas de figure que les époux Jacob, qui sont mis en examen dans l'affaire donc Grégory, qui sont assignés à résidence hors du département. Interdiction de parler à la presse, placés sous contrôle judiciaire. C'est ce que va vivre désormais Muriel Boll. Alors, cette remise en liberté sous contrôle judiciaire, c'est plus strict que ce que demandaient ses avocats. Pas forcément. Pas forcément, Julien, parce que le CJ, donc le contrôle judiciaire, c'est juste une mesure qui permet à l'autorité judiciaire de s'assurer que la personne mise en examen existe bien toujours dans le secteur géographique qu'on lui a assigné et cette personne doit venir tous les jours se présenter à un service de gendarmerie si on est à la campagne, dans un commissariat de police si on est en ville. Voilà, c'est tout. Le contrôle judiciaire, c'est s'assurer de la présence de la personne ici, s'assurer qu'elle n'est pas partie à l'étranger. Parfois, on lui retire son passeport, c'est peut-être ce qui va se passer. Mais en tout cas, avocats demandaient quoi à la base, concrètement? Une remise en liberté, point? Non, ces avocats demandaient une demande. Alors, elle avait été refusée une première fois, la demande de mise en liberté, le 4 juillet. Donc, elle avait été refusée au motif que on voulait s'assurer que Muriel Boll, le parquet général, l'instruction, ait un domicile, un hébergement loin de la Vologne. Qu'elle ne puisse pas communiquer, influencer d'éventuels témoins dans cette affaire. Qu'elle ne puisse pas entrer en contact, Caroline, avec des personnes soupçonnées de pouvoir avoir appartenu au montage ou des personnes qui auraient pu savoir des choses sur cette soirée du 5 novembre. Alors Dominique, on va rappeler dans cette affaire Grégory qu'actuellement il y a donc deux témoins clés. Il y a Muriel Boll, mais il y a aussi son cousin qui a expliqué qu'il avait assisté à des violences, qui avait mené à sa rétractation à l'époque. Et il y a une confrontation entre ces deux témoins clés. Ce sont donc eux qu'on doit entendre et ce sont eux qui détiennent actuellement pour l'instant la vérité dans cette affaire. Oui, et dans ces deux témoins clés, c'est important que vous le rappeliez, Caroline, il y a un monteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone grise, c'est soit blanc, soit noir. Soit Muriel Boll, ce soir-là du lundi 5 novembre, est rentrée chez ses parents et elle a reçu une correction, ce qui ferait que le lendemain, elle ait changé son témoignage. D'abord, elle accusait Bernard Laroche. Le lendemain matin, elle le disculpe. Donc, elle dit non, c'est pas vrai. J'ai changé d'avis parce que ce que j'avais dit était un mensonge initialement. Bernard Laroche est innocent. Et il y a ce cousin qui se manifeste au dernier moment. Je vous rappelle qu'il a témoigné le 17 juin dernier. 30 ans après les faits. Plus de 32 ans après. Donc, il a témoigné et il dit « Moi, j'étais là ce soir-là du lundi 5 novembre. J'étais chez les parents de Muriel Boll. J'ai vu ce qu'il s'est passé. Elle a pris une sacrée volée. »
problème, c'est que le lendemain matin, on la voit devant les caméras de télévision, il dit qu'on lui a arraché des mèches de cheveux, il dit qu'elle a été frappée, et elle n'a aucun stigmate. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été frappée, mais c'est parole de l'un contre parole de l'autre. Une confrontation a eu lieu. Muriel Boll a vouvoyé cet homme qui est son cousin germain en lui disant « Je ne me souviens pas de vous, je ne vous connais pas, je ne me souviens pas que vous veniez chez nous ». Donc, qui dit vrai c'est à la justice maintenant de faire le à ce moment-là, ils ont posé des questions ultra précises aux deux parties, notamment sur le chien, sur ce qu'il faisait pendant les vacances, sur... Et Muriel Boll, le blackout total. Alors, les avocats de Muriel Boll, qui eux assistaient à la confrontation, puisqu'elle est mise en examen. Donc ces avocats, c'est Maître Tessonnière et Maître Ballorin, étaient auprès d'elle quand même. C'est-à-dire qu'elle avait une puissance de feu, elle avait derrière elle deux officiers de sécurité qui étaient ses avocats. Lui, le fameux témoin, qui est le cousin germain, il est simplement témoin dans cette affaire. Entendu comme son avocat n'était pas là. Donc il n'avait pas son avocat, qui n'était pas avec lui. Donc c'était quand même beaucoup plus difficile pour lui. C'était une partie à 3 contre 1. Mais à un moment, on lui pose la question, les avocats de Muriel Boll lui demandent, il y avait quelqu'un qui est dans sa vie, ou un personnage de sa vie, c'était le fameux chien, qui était du genre avocat, est-ce que vous vous en souvenez? Il dit non, je m'en souviens pas. C'était un berger allemand, d'accord. Comment s'appelait le berger allemand? Je crois que le berger allemand s'appelait Sultan. Donc, évidemment, il ne le savait pas. On lui demande aussi, elle s'intéressait à quelque chose à l'époque, Muriel Boll, est-ce que vous vous souvenez quelle était sa passion? Lui, il ne s'en souvient pas. La passion de Muriel Boll à l'époque, elle avait 15 ans, c'était le football. Donc, il y a des incohérences, mais ce sont des pièges aussi, des pièges dans lesquels il a pu tomber. Et Dominique, on va rappeler la principale information, si vous nous rejoignez à 16h38 sur BFM TV. Muriel Boll, remise en liberté sous contrôle judiciaire. C'est une déclaration de l'avocate de la famille Villemain. C'est une bonne nouvelle pour Muriel Boll à cause de ses conditions de détention qu'elle dénonçait en tout cas. Oui, que ses avocats dénonçaient parce qu'elle ne supportait pas la détention provisoire qui lui avait été imposée, infligée. Elle s'était d'ailleurs mise en grève de la faim. Elle a fait une grève de la faim pendant 5 jours, Muriel Boll, et puis elle a décidé de l'interrompre. Donc c'est quand même l'avocate de la partie civile qui vient de parler, Maître Chastan-Morand, avec Thierry Moser. Voilà, on n'a pas encore les avocats de Muriel Boll. On n'a pas encore les avocats de Muriel Boll qui vont bien évidemment être satisfaits de cette décision qui vient d'être rendue par la Cour d'appel de Dijon. Mais d'ailleurs, les avocats étaient plutôt confiants il y a encore plusieurs jours. Ils disaient que tous les éléments permettent sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Donc c'est pas une surprise en fait aujourd'hui. Non, c'est pas une surprise. Et puis on peut rappeler quand même que dans cette affaire, il y a eu, depuis qu'on y revient, c'est-à-dire depuis maintenant presque 2 mois, 2 personnes qui ont été mises en examen, les époux Jacob, et qui ont fait quelques jours de détention, qui ont été très rapidement libérés, simplement écartés du département, pour toutes les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, et placés sous contrôle judiciaire. C'est quelque chose qui convient. La détention, c'est très brutal. Et on va réécouter d'ailleurs l'avocate des époux Villemain, donc Marie-Christine Chastan-Morand. C'est elle qui a fait cette annonce. Muriel Boll remise en liberté sous contrôle judiciaire. Écoutez. Les 2 solutions étaient tout à fait envisageables. Il y avait des éléments dans un sens comme dans un autre. Nous avions envisagé tout à fait cette hypothèse. Et encore une fois, nous nous en rapportions. Christine et Jean-Marie Villemain ont décidé de s'en rapporter purement et simplement à la décision de la Chambre de l'instruction. Dominique Rizet, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'elle va sortir maintenant ou ce soir, Muriel Boll? On va la voir, elle a peut-être sorti. Elle va sortir tout de suite, Julien. La décision, elle est immédiate. Donc, elle va repasser par la case prison. Et là-bas, on va lui rendre ses affaires. Ce qu'on lui apprend, on va lui rendre sa montre, on va lui rendre ses lunettes, on va lui rendre des effets personnels qui sont au greffe de la prison. Et une fois qu'elle a récupéré tout ça dans une boîte, elle va sortir de prison immédiatement. A priori, elle est déjà peut-être même sortie par une autre porte pour éviter la presse. On va reparler bien sûr de cette affaire. D'où l'absence de ses avocats. Grégory, exactement, dans quelques minutes avec vous, Dominique Rizet. Restez avec nous sur BFM TV. Mais tout de suite, on va jeter un coup d'œil à l'infotrafic. Témoin clé de l'affaire Grégory a quitté la prison. Elle était incarcérée depuis sa mise en examen en juin dernier. Nous sommes en direct pour en parler avec son avocat, maître Jean-Paul Tessonnière. Bonsoir maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez exprimé votre soulagement à la sortie de l'audience. On imagine que votre cliente est elle aussi rassurée.
Oui, c'est une phase d'ailleurs de l'instruction qu'on aurait pu éviter. Je ne comprends toujours pas les raisons pour lesquelles Muriel Boll a été, après sa mise en examen, mise en détention alors que ça n'était pas nécessaire. La décision d'aujourd'hui nous permet de revenir à une situation plus normale et de travailler peut-être sur les questions de fond qui sont les questions importantes dans ce dossier. Alors c'est un contrôle judiciaire strict qui a été décidé par les juges. Est-ce que vous l'estimez approprié ? Écoutez, pas forcément, mais l'essentiel était qu'elle sorte. Donc la question du contrôle judiciaire strict est relativement secondaire. Bien entendu, elle se pliera de façon très disciplinée aux exigences du contrôle judiciaire. L'essentiel pour nous, c'est maintenant, encore une fois, de réexaminer ce dossier dans sa réalité, de constater que malgré les affirmations qui ont été faites, très peu de progrès ont été faits dans la recherche de la vérité. J'ai même le sentiment qu'on ne cherche pas dans la bonne direction et qu'on ne risque pas de beaucoup progresser en continuant ainsi. Mais nous allons contribuer autant qu'il est possible à ce que des doutes soient dissipés et qu'en tout cas Muriel Boll bénéficie le plus rapidement possible d'un non-lieu. Le parquet général avait requis encore cette fois le maintien en détention, estimant que de nouvelles pressions n'étaient pas à exclure. Vous répondez quoi ? Je réponds que c'est absurde. Ce dossier m'inquiète beaucoup parce que il est devenu un dossier qui a très peu de rapport à la réalité ou à la vérité. J'entends des discours qui se superposent de façon parallèle mais qui ne se rencontrent jamais. Ce matin, j'ai évoqué le cas d'un témoin qui est tout à fait caractéristique de ce dossier, qui à 10 ans d'intervalle dit exactement le contraire de ce qu'elle avait affirmé. Eh bien, chacun choisit sa version et évite de se confronter à la version de l'autre, et on se retrouve avec des monologues qui ne se rencontrent jamais et qui aboutissent à une gestion du dossier absolument catastrophique. Cette affaire a eu 4 étapes. La première étape a été menée par la gendarmerie, la deuxième par le service régional de police judiciaire de Nancy, le troisième marqué par la présence du président Simon, et le quatrième ça a été l'audience devant la cour d'assises de Dijon qui a duré 1 mois et demi. Chaque nouvelle phase de ce dossier a finalement contredit ce qui avait été fait dans la phase précédente. Et aujourd'hui, chacun fait son marché dans un dossier complètement contradictoire, et donc on peut tenir des discours complètement différents sans finalement être contredit. Si on ne se confronte pas aux différentes phases de ce dossier, et si on n'accepte pas de considérer qu'il faut examiner de façon très critique chacune des affirmations qui y sont contenues, on va continuer un dialogue de sourds et on va aboutir sans doute à une impasse totale liée, je dirais, aux différentes phases et au caractère très contradictoire du travail qui a été fait jusqu'à présent. Il faut accepter de travailler autrement dans ce dossier si on veut espérer parvenir à la vérité. Maître Teyssonnière, il y a finalement beaucoup d'observateurs qui se disent aujourd'hui tout ça pour ça. Vous pensez donc qu'on n'arrive jamais à avancer dans la recherche de la vérité dans ce dossier ? Excusez-moi, parce que des voitures passent et je n'ai pas entendu la fin de votre question. Vous pensez qu'on ne parvient pas à avancer dans la recherche de la vérité dans ce dossier ? Non, là actuellement on n'avance pas, c'est sûr. Je pense que le constat qu'on fait, alors on va voir dans les jours et les semaines qui viennent, mais comme on est parti dans une mauvaise direction, on va se retrouver dans quelque temps dans une impasse. Et je ne comprends pas qu'on ait, sur la base d'aussi peu d'éléments, pris le risque dans un dossier qui est extrêmement difficile à manier et extrêmement dangereux. On a vu les dégâts qu'il a fait jusqu'à présent. On prend des risques énormes en se comportant comme on le fait. Maître Teyssonnière, c'est Dominique Rizet. Vous avez dénoncé tout à l'heure la violence du parquet général. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. La violence du parquet général, c'est de prendre, par exemple, encore une fois, faire son marché parmi les déclarations des différents témoins
utiliser la version qui est la plus favorable, ne pas tenir compte des contradictions contenues dans le dossier et à partir de là, je dirais, se lancer à fond dans la piste pour aboutir à des conclusions extrêmes. Et donc, la conclusion extrême de l'avocat général ce matin, c'était de dire, compte tenu de la gravité des faits et de l'importance des charges qui pèsent sur Muriel Boll et de la violence, d'ailleurs non démontrée, de la famille Boll, eh bien, il faut maintenir, pour une durée d'ailleurs dont on ne connaît pas les limites, il faut la maintenir en détention. Et on a eu une sorte de réquisitoire à charge avec une extrême violence qui a abouti à une demande qui me paraît complètement irresponsable. J'avais essayé de dépassionner les débats en essayant de considérer que les variations importantes dans les différents témoignages pouvaient être dues à des problèmes de mémoire. On peut admettre que 32 ans après, les gens aient du mal à se remémorer ce qui s'est passé. Mais encore faut-il accepter de discuter raisonnablement de ces questions, d'accepter de prendre en compte les énormes contradictions qui existent dans les témoignages des différents protagonistes. Si on ne le fait pas, on se condamne à ne rien comprendre et à aboutir, dans le pire des cas, à de nouvelles catastrophes. Dominique, on va réagir justement sur ce que disait Maître Tessonnière. Maître Tessonnière qui dit que le parquet a été très à charge par rapport à Muriel Boll et qui, jusqu'à aujourd'hui, encore a requis un maintien en détention alors que finalement la décision d'une remise en liberté a été prise. Oui, Alexis, parce qu'on a un parquet général qui reste sur ses positions. Je rappelle que c'est le parquet général, la justice, qui a décidé de réouvrir, qui a réouvert aussi cette boîte de Pandore. Et maintenant, eh bien, des choses dont on attendait qu'elles interviennent ne se passent pas comme l'espérait sans doute la justice. Donc quand on parle, comme les avocats, de la violence du parquet général, c'est peut-être cette idée qui était celle de la justice de maintenir en décision Muriel Boll en espérant, comme un voyou, comme on le fait qu'un gangster, ou plutôt avec les femmes des gangsters, en espérant qu'elle parlerait, qu'on ferait pression sur elle et que vivre en détention, ce qui est quand même une horreur, hein, ça doit être justifié par des faits graves et concordants, eh bien l'obligerait à dire enfin une vérité que visiblement, soit elle n'a pas envie de dire, soit n'est pas celle-ci. Mais l'argument du procureur général, c'est qu'elle pourrait à nouveau subir des pressions, comme ça a été le cas en 1984. Est-ce que c'est un risque de la remettre en liberté, même sous contrôle judiciaire strict? Non, parce que, regardez, la présidente de la Chambre de l'instruction, Claire Barbier, a pris une décision intelligente. On l'a fait sortir et on lui demande de vivre dans un autre département que celui des Vosges où elle réside. On l'envoie dans la Nièvre, c'est à côté. Interdiction de rencontrer qui que ce soit. Je peux vous dire qu'un vrai contrôle judiciaire, ça se passe comme ça. Elle n'a pas intérêt à rencontrer qui que ce soit dont elle est interdite. C'est très contrôlé. Voilà, parce que sinon elle va retourner en détention. Donc ça existe, c'est une des alternatives, substitution en tout cas à la prison, parce que la prison c'est l'exception, et donc ça n'empêche pas les enquêteurs de travailler. Elle est toujours mise en examen, ça veut dire qu'elle est toujours soupçonnée, et pendant ce temps, la justice fait son travail, elle est dehors, elle pointe tous les jours, elle dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police. Dominique, vous étiez déjà avec nous la semaine dernière pour commenter cette confrontation avec le cousin, on s'en rappelle, qui n'a abouti à rien. Ce soir, il y a cette remise en liberté de Muriel Boll. On a l'impression, depuis la relance de l'affaire en juin, que finalement, tout ça pour ça. Oui. Bien sûr, on tourne en rond, on attend quelque chose, il ne se passe rien pour l'instant. Je rappelle quand même que les deux protagonistes de cette confrontation qu'on a longuement évoquée et commentée, vous l'avez dit sur BFM TV, sont pour l'un un menteur et pour l'autre quelqu'un qui dit la vérité. Mais c'est vraiment les deux extrêmes, c'est-à-dire que le menteur et celui qui dit la vérité, on ne sait pas lequel des deux. Est-ce que c'est Muriel Boll qui dit la vérité quand elle dit voilà, on ne m'a jamais touché, on ne m'a jamais frappé ce soir-là? Est-ce que c'est le cousin qui dit moi j'étais là, j'ai tout vu? Canicule, à présent, autre titre de l'actualité, la canicule qui est toujours intense.